Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le débrief de la dernière étape du Tour de France. On va revenir sur les coureurs au top, les bonnets d'âne, le bilan des Bleus. On fera pas de résumé de cette dernière étape, parce que déjà, je pense que vu les audiences, beaucoup de gens l'ont vu. Mais c'est surtout qu'avec un jour de retard, il s'est passé quand même beaucoup d'attaques. Bon, en plus, il faut savoir que je n'ai vu que la partie, l'entrée sur Paris. Parce que avant, je faisais le montage pour essayer de rattraper mon retard au niveau du Tour de France Femmes. Donc ça a été une journée très intense. Donc voilà, j'ai pas forcément pris de notes du côté de cette étape. Allez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire bien qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui viennent de sortir. Et puis si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks, ça se passe dans les commentaires. N'hésitez pas également à regarder les vidéos sur le Tour de France Femmes, également, parce que le Tour de France n'est pas véritablement terminé, il y a encore la course féminine. Et puis, si vous voulez bien ne pas rater les dernières vidéos et cliquer rapidement sur les miniatures, comme ça me permet également de me soutenir sur les notifications également. Également, vous pouvez rajouter la petite cloche. Et ça, c'est à côté du bouton abonnez-vous. Alors, cette dernière étape du côté des Champs-Élysées, donc avec ce nouveau format pour cette édition 2025, avec ce passage par la rue Le Pic. Moi, j'avais peur, et je vous en avais parlé lors de la présentation, c'était est-ce qu'on allait avoir du public? J'avais dit, pour le spectacle, vu le parcours, j'avais dit on aura du spectacle sur cette étape, il n'y aura pas de souci. Mais pour ASO, c'était pas seulement avoir du spectacle, l'objectif c'était un peu de se rapprocher du public. Parce que c'est vrai que les Champs-Élysées, c'est bien, on a beaucoup de monde sur les Champs-Élysées. Le problème des Champs-Élysées, c'est que vous êtes assez loin. Au final, les spectateurs sont assez loin pour des questions de sécurité, aussi pour des trucs un peu terroristes et ce genre de choses, vu qu'il y a énormément de public, on est dans Paris. Enfin voilà, c'est assez problématique. Donc on est assez loin des coureurs. Et c'est vrai qu'il y avait un peu cet objectif-là quand même du côté de Christian Prudhomme, surtout il l'avait répété un petit peu ces derniers jours, de dire on veut être proche du public et on veut qu'il y ait du public. Et moi, c'était vraiment ma grande interrogation parce que je me disais, le spectacle, on en aura, mais depuis le départ, l'idée était un peu de faire perdurer le souvenir des Jeux Olympiques. Et je m'étais dit, bah, s'il n'y a pas grand monde, ça risque de faire un peu pchit et d'être un peu ridicule. Sauf que pour cette première fois, on ne sait pas s'il y en aura d'autres, eh bien, il y a eu énormément de spectateurs. Il y avait une foule incroyable, je pense, du côté du Sacré-Cœur. Je pense également du côté du Moulin Rouge. C'était vraiment assez exceptionnel. Et je dirais que de ce côté-là, ASO a réussi son pari. Son pari de faire venir les gens encore plus en masse sur le parcours du Tour de France, parce qu'il y avait aussi des gens rue de Rivoli. C'est-à-dire qu'on n'a pas déshabiller Pierre pour habiller Paul. Non, non, on a conservé énormément de monde sur le parcours. Et ça a été très intéressant. Ce qui a été intéressant également, eh bien, c'est de voir qu'il y a eu de la course. Là, encore une fois, je n'avais pas beaucoup de doutes là-dessus qu'on allait avoir du spectacle. Mais on a eu quand même du très très grand spectacle. Alors certes, pas avec tout le peloton, et on y reviendra, mais on a eu quand même du grand spectacle. Van Aert, des surprises aussi, parce que Ballerini à ce niveau-là, on ne l'attendait pas forcément. Delic a tenté, enfin voilà. Il y a eu beaucoup de spectacles avec des Français, mais pas seulement, au final. Donc ça a été intéressant. Et puis, surtout une communion également entre le public également et les coureurs lors du dernier passage où ça a été assez exceptionnel. Notamment, je pense, Roglic, mais j'ai vu également des images avec certains coureurs d'Arkea, notamment, où c'était assez exceptionnel. Voilà. Et c'est vrai qu'on a eu de la bagarre quand même avec la trentaine de coureurs, quarantaine de coureurs qui se sont vraiment donnés à fond au final pour cette étape du côté du Tour de France. Alors est-ce qu'il fallait interrompre les temps voilà, à 50 km de l'arrivée, ce qui a été fait par ASO? Oui. Oui, parce que si on avait eu 50 000 chutes dans tous les sens, ça n'aurait pas eu la même saveur, déjà premièrement.
Si on a des chutes à chaque virage, ça devient les jeux du cirque et encore une fois, là on ne prend plus aucun plaisir à regarder cette étape. Donc déjà pour on va dire les spectateurs et pour pas que ça fasse un peu jeu du cirque. Ensuite parce que tout simplement en termes de sécurité, on sait très bien que pluie en ville, sur une ville comme Paris où il y a énormément de circulation, ça devient extrêmement compliqué. On l'avait vu notamment lors du contre-la-montre l'an dernier des Jeux Olympiques où il y avait eu des chutes un petit peu dans tous les sens. Et on le sait très bien. Et c'est vrai que moi, j'en avais parlé hier, enfin, voilà, j'avais dit lors de la présentation, il faudra certainement neutraliser les temps. Parce que même sur le sec, bah, le problème de ce parcours, du côté du parcours de la rue Le Pic, c'est pas possible avec un peloton complet. Tout simplement, les routes ne sont pas assez larges. Alors oui, si t'es que 4 par équipe, ça passe, et encore, c'est parce qu'on avait 50 coureurs aux Jeux Olympiques. Mais avec un peloton de 160 mecs, ça ne passait pas, tout simplement. Et ça aurait été les Jeux du cirque, il y aurait eu des chutes dans tous les sens, et des mecs qui auraient gagné à la régulière, on va dire, leur maillot ou leur classement distinctif, l'auraient peut-être perdu, parce qu'ils seraient retrouvés mal placés, ça aurait créé beaucoup de tension dans le peloton. Et je pense que ça n'aurait pas été une bonne idée. Et puis ensuite, bon, il y en a certains qui ont dit oui, bah fallait assumer jusqu'au bout, il fallait que ça soit les Jeux du cirque, voilà, si ça avait été que sur les Champs-Élysées, on n'aurait pas neutralisé les temps. Eh bien, ces gens-là n'ont pas beaucoup de mémoire, parce que moi, le Tour de France 2005, il pleut, quand on arrive sur les Champs-Élysées, parce que tout le monde se rappelle de la victoire de Vinokourov, mais il n'y a pas que la victoire de Vinokourov ce jour-là, il pleut quand on arrive sur les Champs-Élysées. Je me souviens, c'est Ekimov qui passe en premier à la ligne d'arrivée, même, parce qu'il prenait sa retraite juste après les Jeux, juste après cette course, et on décide de neutraliser les temps. Et pourtant, c'était le parcours à l'ancienne, c'est-à-dire qu'on faisait le demi-tour avant l'Arc de Triomphe, enfin voilà, c'était le parcours à l'ancienne, et dans les années 2000, la sécurité des coureurs, c'était pas la priorité de l'ASO, de ASO ni de l'UCI. Donc c'est-à-dire que c'est déjà arrivé parce que, encore une fois, pluie plus saleté sur la route, sur Paris, c'est juste impossible. Donc on a déjà neutralisé les temps sur la dernière étape du Tour de France, donc c'est pas quelque chose d'exceptionnel. Voilà ce que disaient peut-être certains qui avaient la mémoire courte. Je pense notamment à un certain Étienne Gourceau du côté de Twitter. Voilà, je pense que des fois il faut réfléchir, surtout quand il n'y a encore pas si longtemps que ça. Quand même, il y a eu des personnes qui sont mortes dans le cyclisme. Je pense que de temps en temps, voilà, là il n'y avait pas besoin, on va dire, que ça soit les Jeux du cirque. Et si ça avait été les Jeux du cirque avec des chutes dans tous les sens, ça n'aurait pas été la même joie et le même bonheur. Et on aurait dit à ESSO, est-ce que vous n'êtes pas allé trop loin? Est-ce que vous n'avez pas pensé au spectacle avant la sécurité des coureurs? Et ce genre de choses. Par contre, si on refait ce parcours-là dans les années à venir, il faudra neutraliser comme on l'a fait cette année, parce qu'on ne peut pas passer avec un peloton complet du côté de la rue Le Pic. Alors, est-ce qu'il faut le refaire chaque année, ce parcours? Moi, je ne pense pas. Je pense qu'il faut le refaire peut-être tous les 2 ans. Une année, voilà, une année on passe sur les Champs-Élysées avec l'arrivée classique. Une année, on fait peut-être ce parcours-là. Ou... Enfin, faut voir, mais pas tous les ans. Parce que bah, le sprint aux Champs-Élysées, c'est aussi quelque chose de bien, c'est aussi quelque chose de sympa, et on a bien compris qu'avec ce parcours-là, c'est juste pas possible d'avoir un sprint. C'est très compliqué d'avoir un sprint, mais oui, pour moi, il faut le mettre de temps en temps. Voilà, pas chaque année, mais de temps en temps. Est-ce qu'il faut arriver chaque année également sur Paris? Ça, c'est une réflexion qu'on peut avoir dans le futur. Mais je pense que ce parcours-là peut être intéressant, voilà. Mais pas tout le temps, parce qu'il faut que ça reste quand même, je pense, un événementiel du côté de voilà. Et puis, il ne faut pas oublier les sprinteurs non plus sur le Tour de France. Mais ça a été une belle fête, voilà, sur cette étape du Tour de France. Note de la journée, j'ai mis 16 sur 20. Certains vont dire, t'es sévère, dis donc, t'as mis 16 sur 20, c'est pas ta meilleure note depuis le départ du Tour de France. Oui, mais je retiens aussi qu'il y a seulement 30-40 mecs qui ont joué la course à fond. Voilà. Si tout le peloton joue la course à fond, je dis ok. Mais là, encore une fois, il n'y a que 30 ou 40 mecs qui jouent la course. Tout simplement, encore une fois, parce que c'était technique, parce que c'était dangereux, parce qu'ils pouvaient se le permettre aussi avec les temps. Mais forcément,
certes, on a du spectacle, mais qui n'est pas proposé par tout le peloton. Voilà. Donc c'est pour ça que je mets un 16 sur 20. Ça reste une très bonne note. On a un beau vainqueur, on a eu du beau spectacle, on a eu 3 tours également avec du spectacle. Parce que c'est vrai qu'au départ, quand j'ai vu Pogacar attaquer, je me suis dit, ah, il va peut-être anéantir la course. Puis bon, il n'a pas réussi, hein. Il a essayé, mais il n'a pas réussi. Donc un beau 16 sur 20 du côté de cette journée. On regarde tout de suite le bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus, Kevin Vauquelin. Sur un parcours comme celui-là, alors lui il avait connu les jeux, hein, Kevin Vauquelin, mais il avait eu un rôle surtout d'équipier, hein, parce qu'il était venu pour le contre-la-montre, et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais au niveau des quotas pour les Jeux Olympiques, le concurrent qui faisait le contre-la-montre devait forcément faire la course en ligne. Donc Vauquelin s'était retrouvé à faire la course en ligne, même si ça n'était pas forcément le meilleur élément sur ce type de terrain, mais parce que l'an dernier c'était peut-être notre seule chance d'avoir un résultat potable du côté des Jeux Olympiques sur le contre-la-montre. Donc c'est vrai que Vauquelin avait surtout eu un rôle d'équipier. Est-ce qu'il était encore là même quand on avait atteint la rue Le Pic? Je ne sais plus s'il était encore dans le peloton au moment de ce parcours du côté de la rue Le Pic. Mais Vauquelin, il a essayé aujourd'hui. Il s'est battu parce que voilà, il fait le sprint face à Arnaud Delis pour essayer de récupérer le maximum de points pour son équipe. Et puis c'est l'un des rares coureurs placés au général qui au final a tenté le coup sur cette étape. Donc il faut le saluer aussi du côté de Kevin Vauquelin. Voilà, il a tenté de faire le spectacle, de ramener des points aujourd'hui. Aussi, je pense qu'il voulait montrer aux spectateurs voilà, que c'était pas seulement un mec du top 10 en pacotille, qu'il a du panache, Kevin Vauquelin. Et puis voilà, il a fait une belle course aujourd'hui. C'est vrai que c'est un terrain qui pouvait, encore une fois, être intéressant pour lui parce qu'il a des qualités de punch. Kevin Vauquelin, mais encore une fois, il aurait pu juste se dire je célèbre avec mes équipiers et je fais pas la course à fond. Mais non, on est resté sérieux jusqu'au bout du côté de cette formation Arkea et on a essayé de tout donner jusqu'à la fin. Donc je dirais chapeau voilà, du côté de l'équipe Arkea BNB Hotel et du côté de Kevin Vauquelin. Qui prend une belle 8e place, qui s'est bien battu. En plus, il a été distancé assez vite parce qu'il n'était pas forcément très très bien placé lors du premier passage. Donc, je pense qu'il est resté un petit peu en deuxième rideau, dans le deuxième peloton pendant tout le long de la course. Mais c'est vraiment bien battu aujourd'hui, donc vraiment super. Plus moins, Cofidis. Alors, quand tu vois que Ballerini est dans le premier peloton, tu peux te dire, bon, ils auraient peut-être pu faire une chouille mieux, mais c'est leur meilleure étape depuis le début du Tour de France, presque du côté de Cofidis. 2 coureurs dans le top 15, c'est pas arrivé souvent pour eux sur ce Tour de France, avec Aramburu 14 et Dylan Tuns, qui a retrouvé des couleurs du côté de cette étape, parce qu'il finit dans le peloton, dans le groupe Vauquelin. Là aussi, on a essayé de sauver comme on le pouvait ce Tour de France qui a quand même été extrêmement difficile du côté de cette formation Cofidis, mais au moins on essaye de finir sur une bonne note. En plus, on a eu 2 bons résultats également hein, du côté de la Cofidis. Une victoire sur le Tour de Wallonie avec Oliver Knight, le coureur britannique, et puis une 2e place, je crois, de Jesus Serrada, de Herrada. Je ne sais plus si c'était une 2e ou une 3e place. Sur une course également en Espagne qui avait lieu ce dimanche. Donc c'est plutôt un bon résultat du côté de la Cofidis, plutôt une bonne journée pour l'équipe française. Et j'espère que ces 2 résultats, plus ces 2 top 15 du côté de l'équipe française sur cette dernière étape, ça va lancer un petit peu une dynamique du côté de la formation française, parce que là il va falloir quand même relancer la machine. Même si techniquement, encore une fois, avec la fusion potentielle d'Intermarché, de Lotto, ça va faire gagner une place au classement, ça veut dire que Uno X est toujours quand même pas hyper loin derrière, donc il faut toujours rester attentif à ce que fait Uno X, qui a fait un très bon Tour de France, donc il faudra faire attention. Voilà, du côté de la Cofidis, c'est pas encore fait. Et puis je termine avec Madouas. En flop pour moi aujourd'hui. Madouas, je l'ai trouvé inexistant sur ce Tour de France. Malheureusement.
malheureusement, je l'ai trouvé oui, assez inexistant parce que là, c'était une étape pour lui. Avec en plus l'an dernier la deuxième place pour les Jeux, au niveau des Jeux Olympiques, mais il y avait, euh, il y avait la possibilité de faire quelque chose d'intéressant aujourd'hui, je pense, pour Madouas, ou même pour un Romain Grégoire, on ne savait jamais du côté de cette route, cette bosse Montmartre, mais bon, Grégoire, il avait quand même tout donné hier, donc il avait peut-être plus beaucoup d'énergie dans les jambes. Par contre, Madouas, bah, on l'a pas beaucoup vu sur la troisième semaine, et puis bon, on l'a pas beaucoup vu en général sur ce Tour de France. Donc ça a été compliqué, voilà, pour Madouas. C'est pas une grande année du côté de Valentin Madouas. Et comme l'an dernier, il a surtout sauvé sa saison quand même, en partie avec les Jeux Olympiques, mais aussi avec son travail d'équipier sur le Tour de France, bah, là c'est un peu plus difficile pour lui. Et c'est vrai que ça fait depuis 2 ans où on le voit quand même beaucoup moins en termes de résultats. On sait que c'est un coureur qui a beaucoup de talent, Valentin Madouas, mais il est un peu entré dans le rang désormais, le français. Et ça serait bien d'être en capacité de se relancer désormais. Donc voilà, dommage du côté de la Groupama avec Madouas, et au final une équipe qui a été assez discrète sur cette étape, parce que le meilleur coureur c'est Clément Russo. On a vu en fait que Clément Russo du côté de cette journée de compétition, qui a essayé de s'accrocher, mais ça allait un petit peu trop vite pour lui quand Pogacar a attaqué. Il n'a pas réussi ensuite à tenir la cadence, et il s'est retrouvé là aussi dans le deuxième peloton avec Caden Groves, mais un deuxième peloton qui avait un peu du mal à s'organiser parce qu'on avait peu d'équipiers à ce moment-là, et qu'il y avait quelques coureurs d'équipe qui avaient des éléments dans le premier peloton qui faisaient tout pour que ce groupe-là ne s'organise pas correctement. Voilà, du côté de cette étape pour Valentin Madouas. On regarde tout de suite les coureurs au top. Attaque de Marlou. Du côté des coureurs au top, bah Van Aert. Les 2 victoires cette année, elles sont importantes. Les 2 victoires qu'il a gagnées, Van Aert, sur cette année 2025, elles sont pas anodines dans le cours, du côté de ce coureur. Et surtout, ça a été une année quand même très compliquée pour lui, hein. Il s'en est pris plein la gueule sur les classiques. Alors moi aussi, hein, j'ai été sévère avec lui, mais du côté de la presse flamande, c'était rien par rapport à ce que je disais. Un moment, je dirais pas qu'on pensait qu'il était perdu, mais c'est vrai que quand il perd au sprint face à Paulès, celle-là, elle a fait mal. Très clairement, la deuxième place derrière Paulès. Et puis il y a eu ce Tour d'Italie où il a retrouvé vraiment des couleurs, aussi dans son travail d'équipier pour Coy, et puis cette victoire à Sienne où il bat quand même Del Toro sur un parcours déjà de chemin blanc, sur un parcours d'étape assez spectaculaire, parce que c'est quand même une journée où il y a eu beaucoup de spectacles sur l'étape de Sienne, où il bat déjà un UAE, qui est peut-être le petit, qui est peut-être le remplaçant, je dirais, le plus légitime, le coureur qui ressemble peut-être le plus aujourd'hui dans les leaders chez UAE à Pogacar. C'est peut-être Del Toro qui ressemble le plus au final à Pogacar, et qui a réussi à le décrocher, à le battre déjà, ce qui avait été une grosse bagarre dans la Plaza del Campo, sur des gros pourcentages en bosse. Et puis là, la manière dont il a gagné aujourd'hui, fallait croire en soi. Ils ont très bien joué avec Jorgensen. C'est vrai qu'on a loué les mauvaises stratégies de la Visma pendant 3 semaines sur ce Tour de France. Mais là, ils ont bien joué à attaquer l'un après l'autre, à fatiguer en fait énormément Pogacar, parce qu'à chaque fois c'était lui qui devait faire le boulot, en sachant que Pogacar, comme il n'était pas hyper à l'aise dans la descente, c'était lui qui faisait les efforts aussi dans la descente, donc il bouffait quand même pas mal de vent à certains moments, et c'est vrai que c'est eux qui ont fait le ménage au final du côté de la formation Visma Leadbike, et qui ont fatigué, je pense, Pogacar. Et c'est vrai que Pogacar, si cette étape-là elle arrive au bout de 10 jours de course, il tient totalement Van Aert, et ensuite on arrive à deux
en bas sur les Champs-Élysées, sauf que ça arrive après 21 jours, qu'il y a eu un petit peu de fatigue quand même du côté de ce coureur-là, alors que Van Aert, peut-être un peu moins fatigué, même si hier, avant-hier, sur l'étape de samedi, il avait attaqué à contre-temps, hein, à 60-70 bornes de l'arrivée, il était parti dans un petit groupe de poursuite qui n'était jamais revenu sur les hommes de tête. Mais voilà, du côté de Wout van Aert, je trouve que c'est une belle victoire. C'est une victoire qui marque. C'est un homme de grand tour au final, Van Aert. Quand tu regardes son palmarès, il a un plus gros palmarès sur les grands tours que sur les monuments. C'est un homme de grand tour, c'est un homme qui essaie d'être présent dans ces rendez-vous-là, qui a réussi à être performant sur le Giro. Ça a été plus compliqué sur le Tour de France, mais à la fin, il y a quand même 4 top 5, dont une victoire, une deuxième place. La deuxième place c'était à Laval sur le sprint et cette victoire à Paris, donc je trouve qu'il s'en sort pas mal quand on regarde, et puis il améliore un peu quand même le bilan de la Visma avec cette deuxième victoire, parce que jusqu'à maintenant la Visma c'était une seule victoire pour Simon Yates. Donc voilà, une belle performance du côté de Wout van Aert, donc je pense qu'il peut être content de cette journée, et puis surtout je pense qu'il a repris énormément de confiance avec le fait d'avoir battu Pogačar. Encore une fois, tu bats pas n'importe qui. Il avait battu Del Toro, il n'avait pas battu n'importe qui sur le Tour d'Italie. Ouais, il a battu des grands noms, et ça c'est important aussi dans ton palmarès, d'aller chercher des grands noms, d'aller taper ces mecs-là. Et puis tout le monde était content quand même, on a l'impression à l'arrivée. J'ai bien aimé les propos de Marc Maggio, mais tout le monde était assez content de voir Van Aert s'imposer. Donc voilà, c'était l'homme idéal peut-être pour gagner ici. Puis il pourra dire qu'il a gagné sur les 2 circuits des Champs-Élysées. Le circuit classique où il avait battu notamment Cavendish en 2021, et puis donc cette victoire cette année. Et qui est sa combienième victoire sur le Tour ? Parce que c'est sa 10e victoire sur le Tour de France pour 51 victoires en carrière. Voilà. Donc, tu vois que c'est un homme de grand tour, parce qu'il a 3 victoires sur la Vuelta, donc une victoire sur le Giro, plus 10 victoires sur le Tour de France. Ouais, t'as quand même 16 victoires sur les 51 qui sont sur des grands tours. Voilà. Plus, si tu rajoutes à ça en plus les 5 victoires sur le Dauphiné, il a eu beaucoup de résultats sur les courses par étapes quand même dans sa carrière. Alors il a aussi des grandes classiques, hein, Milan, Amstel, Stradé, la Bretagne classique aussi, hein, du côté de Wout van Aert, mais c'est vrai que sur ces 51 victoires, sur les courses par étapes, il y en a eu quand même pas mal. Voilà, dans sa carrière, il y a du Tour de Grande-Bretagne aussi, du Tirreno Adriatico dans les victoires. Par contre, jamais Paris-Nice. Je regarde, voilà. Jamais Paris-Nice au niveau des grandes victoires, des grandes courses par étape, alors que... Ah si, Paris-Nice, un contre-la-montre. Si, le un contre-la-montre. C'est le contre-la-montre de G1, non? Non, c'est le contre-la-montre de Montluçon qu'il avait gagné. Mais ouais. Mais il a gagné quand même sur beaucoup d'épreuves, mais pas de Pays Basque, pas de Tour de Catalogne. Un peu de victoires en Espagne, hein, parce qu'il a que ses 3 victoires sur la Vuelta en Espagne. Il a dû faire assez peu de courses du côté de l'Espagne. Voilà, Wout van Aert. Deuxième coureur top, Pogačar. Pogačar, sur cette étape-là, il peut faire comme Vingegaard, il peut se relever à 50 bornes de l'arrivée, et puis ensuite... Voilà, un taillot, je rentre tranquillement. Et puis non, le panache. Le panache. Voilà, du côté de Pogačar, d'essayer de faire le show jusqu'au bout. Et j'ai l'impression quand même que du côté de Pogačar, il préfère être face à du Van Aert, face à du Mohoric, que être face à du Vingegaard. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il ne prend pas beaucoup de plaisir sur ce Tour de France.
parce que il a eu que Vingegaard comme adversaire, hein. Remco était pas là, Lipovic et Oldy c'est pas au niveau de Pogačar actuellement, et que Vingegaard, sa manière de courir, ça l'emmerde. C'est pour ça que je pense sur la fin il commençait à en avoir à le cul, aussi peut-être parce qu'il avait l'impression que c'était presque trop facile. C'est vrai que quand vous jouez à FIFA en mode facile, vous faites un match, bon vous gagnez 10-0, ça va, et vous en faites pas 3 d'affilée, des matchs en mode facile. Ensuite, vous rajustez le niveau de difficulté. Sauf que là, il n'a jamais pu réajuster le niveau de difficulté. Il n'a jamais pu réajuster l'IA, en fait, qui était face à lui. Il n'a jamais pu réajuster Vingegaard. Et je pense que tous les jours, il s'attendait à être peut-être menacé plus que ça par Vingegaard. Et puis tous les jours, il n'y avait pas le truc. Je pense que le pompon, ça a été l'étape de jeudi dernier. Au final, mais là tu le sentais qu'il prenait plus de plaisir sur cette étape-là parce que l'adversité, les Van Aert et autres, les Van Der Poel, les Van Aert, les coureurs de classique, eh bien le poussent déjà plus dans ses retranchements, je pense, mais sont moins stéréotypés que Vingegaard, sont plus offensifs que Vingegaard et ils préfèrent tomber face à des coureurs offensifs que d'avoir des suceurs de roues. Voilà la réalité. Et il préfère avoir des courses comme ça avec des rebondissements, même si là je pense que là il n'a pas gagné, mais il a pris plus de plaisir là à ne pas gagner que sur certaines étapes de ce Tour de France où il a gagné, où il s'est imposé avec une marge. Voilà, là je pense qu'il a pris plus de plaisir que, encore une fois, sur certaines étapes du Tour de France, alors que pourtant il finit que 4ème, mais voilà, et puis il a fait le show sur cette étape là. Il a fait le show et on connaît quand même assez peu de mecs dans le top 10 qui auraient été en capacité de faire ça, parce qu'en gros des mecs du top 10 qui ont attaqué, il y en a 3 sur cette étape-là. Donc sur 10 coureurs, ça fait pas beaucoup. Au final, vous avez Vauquelin qui a tenté, et puis Lipovic aussi qui a tenté un moment. Mais voilà, Pogačar, moi je voulais saluer voilà, le panache, parce qu'il aurait pu se contenter et faire comme Vingegaard, finir à l'arrière du peloton. Je ne sais même pas combien il a fini Vingegaard. Et puis non, il a été jusqu'au bout, il a fait le job jusqu'au bout du côté de cette étape et il s'est donné à 100%. Donc il faut saluer ça voilà, du côté de ce coureur. Voilà, et de ce champion qui est maintenant Pogačar. Je sais que ça a fait réagir aussi ses propos, il a dit qu'il s'arrêterait à 30 balais. Je pense que déjà Pogačar veut pas faire la saison de trop, veut continuer à s'amuser sur un vélo. Et je pense que le monde aujourd'hui professionnel est très exigeant et rince quand même beaucoup de sportifs et il veut garder la passion. Et tu t'aperçois qu'en gros, ça sera sa 12e saison à 30 ans. Parce qu'il a commencé à 19 ans, en gros en World Tour. Donc voilà, ça fera 11-12 saisons chez les professionnels. C'est un peu comme Romain Bardet, c'est un peu comme Thibaut Pinot, c'est un peu comme Peter Sagan. C'est, on va dire, la moyenne, en gros, c'est 12-13 saisons au haut niveau hein, chez les coureurs professionnels. Et puis après, bon, tu as des exceptions comme Valverde, comme Jens Voigt, des coureurs comme ça, comme Geraint Thomas aussi, qui durent plus longtemps, ou des Wout Poels ou des Fuglsang, mais en réalité, la moyenne, c'est 12-13 ans. Romain Bardet, c'était ça, Pinot, c'était ça. C'est très rare, les mecs qui continuent à 35-36 balais. Donc, oui, il faut le dire. Pogačar, il veut éviter, je pense, la lassitude. Et puis peut-être qu'il veut éviter également de faire la saison de trop, de se retrouver dans la saison dans la situation d'un Sagan, où sur la fin ça a été compliqué, dans la situation d'un Froome aujourd'hui, ou même un Geraint Thomas qui a peut-être fait une saison en trop, parce que cette dernière année de Geraint Thomas c'est quand même compliqué. Donc je pense qu'il veut arrêter au sommet, Pogačar. Voilà. Et à 30 ans, il y a les Jeux Olympiques, partir sur un titre olympique, ça peut être le bon moment, mais le titre olympique, il n'est jamais facile à aller chercher du côté de Pogačar. Et puis en plus, on ne sait pas encore quel sera le calendrier en 2028, parce que vraiment, c'est assez tôt quand même en juillet par rapport au Tour de France. Donc il va falloir soit que le Tour de France se décale énormément au niveau des dates, soit que les coureurs qui fassent les Jeux Olympiques puissent pas faire le Tour de France parce que ça sera en opposition.
Donc on verra comment ça se passera du côté d'ASO. Mais comment ils s'adapteront au niveau des dates avec les Jeux Olympiques du côté d'ASO, parce que ça va être vraiment pas évident du tout. Au final, Vingegaard, il a fini à 7,26 voilà, sur cette étape, donc 74. Je passe à 2 autres coureurs. Lipovic, rapidement. Moi, j'ai bien aimé qu'il essaye, qu'il attaque. Voilà, encore une fois, ça fait partie des rares coureurs qui ont tenté sur cette journée. Alors lui, il a tenté sur le plat, Lipovic. Mais voilà, je voulais souligner également son effort avec le maillot blanc, où il s'est retrouvé à l'avant de la course. Bon, après, c'était un peu plus technique pour lui, mais voilà, au moins, il a montré le maillot blanc du côté de cette journée. Donc voilà, je voulais mettre Lipovic, qui a fini 52e. Voilà de l'étape, donc à 5 minutes. Et puis je termine avec Ballerini. Ça fait du bien pour Astana, parce que c'est vrai que ce Tour de France a été compliqué pour l'équipe kazakh. On les a assez peu vus aux avant-postes du côté des Kazakhs. C'est vrai que ça a été dur. On reviendra sur le bilan équipe par équipe du côté de cette formation, mais ça a été difficile. Voilà, du côté du côté de Ballerini, je pense, ce Tour de France. Et du côté d'Astana, parce qu'on a tenté beaucoup de choses. Ça n'a pas beaucoup fonctionné. Il y a des coureurs qui n'ont pas eu de chance, je pense à Champoussin. Par exemple, Chesbol a été transparent du côté des sprints. Et puis, Terrada et Higuita, quand ils prenaient les échappées, ça marchait pas. Alors c'est fou parce que quand ils étaient dans le peloton, ils arrivaient à finir 20e entre 15 et 20, en gros, sur les arrivées au sommet. Mais quand ils prenaient les échappées, ils étaient lâchés assez vite. Donc c'est vrai que ça n'a pas été une course facile, voilà, du côté de la formation kazakh. Mais là, Ballerini s'est bien battu. Et très belle course, voilà, de Ballerini qui arrive à le faire de temps en temps, c'est-à-dire une à deux fois par an, on arrive à le voir, Ballerini. C'est vrai qu'après, sur le reste de l'année, il est beaucoup plus discret, enfin, un peu trop discret même, voilà, Ballerini. Mais voilà, il doit avoir 32 en plus, il n'est plus si jeune que ça, et je pense qu'il se souviendra également de cette année 2025 du côté des Jeux des Champs-Élysées, pardon. On passe tout de suite au bonnet d'âne. Du côté des bonnets d'âne, on va aller assez rapidement parce que les bonnets d'âne, bon, il y a beaucoup de coureurs qui n'ont pas fait la course à fond et ça se comprend parce qu'ils ne le sentaient pas, ils ne le maîtrisaient pas. Mais j'ai décidé de mettre des coureurs qui avaient fait parfois des bons résultats sur les classiques et que l'on n'a pas vu sur cette étape. Je passe à Kasper Asgreen. Du côté de Kasper Asgreen, je pense que les 15 km en solitaire lors de l'étape de samedi ont peut-être pesé dans les jambes sur cette étape-là. Je pense qu'Asgreen aurait voulu se mêler à la lutte avec les autres coureurs, avec les Van Aert et autres. Mais lui, la veille, il a fait beaucoup d'efforts en début d'étape qui ont peut-être condamné sa performance sur cette journée. DEF qui, contrairement à tout le Tour de France, ont quand même été très discrets sur cette étape, ce qui est un petit peu dommageable, voilà, notamment du côté d'un Benelli ou du côté d'un... Voilà, on a vu un peu Nelson Poles, mais c'est vrai que ça a été beaucoup plus discret du côté de la EF. En passant, Benelli super combatif. Moi, j'aurais mis Quinn Simmons. Très clairement, pour moi, Benelli... moi je ne mettais pas Abrahamson non plus parce qu'Abrahamson en première semaine on ne le voit pas dans les échappées, donc je vois pas pourquoi on l'aurait mis dans les super combatifs. Pour moi un super combatif il doit être là sur les 3 semaines. Quinn Simmons il a été là sur les 3 semaines, on l'a vu sur les 3 semaines de course. Benelli on l'a moins vu que Quinn Simmons. Pour moi c'est Quinn Simmons qui méritait ce prix de super combatif. Voilà, sportivement, c'est lui qui a été le plus à l'avant. Si le combatif, c'est l'animateur de ces 3 semaines, ça a été lui l'animateur des 3 semaines. Voilà, je pense qu'il n'y a pas photo, donc j'ai du mal à comprendre pourquoi on a mis Benelli, qui a certes remporté une étape, mais qui a été deuxième au Mont Ventoux, mais qui n'a pas été tout le temps aux avant-postes, alors que Quinn Simmons, il a fait un nombre d'échappées incalculable. Donc voilà, j'aurais mis Quinn Simmons.
Après, on a eu des mecs combatifs, super combatifs, qui étaient pires. Si ça avait été Abrahamson, moi j'aurais dit que c'était... Enfin voilà, c'était pas normal, parce qu'Abrahamson, on ne l'a pas vu sur toute la première semaine. Donc il n'était pas à l'avant, il n'était pas à l'attaque. Mais bon. Donc Asgreen, voilà, qui n'était pas aux avant-postes, mais peut-être un peu de manque d'énergie du côté du coureur danois. Blackmore, eh bien oui, parce que vu ce qu'il avait fait sur les classiques flandriennes, je m'étais dit, ah, ça peut être la grosse cote du jour, Blackmore. Je m'étais dit, ah, si ça faisait partie des idées de grosses cotes que j'avais du côté de Blackmore. Et puis au final, bah, du côté d'Israël, c'est aussi un tour assez décevant. Personne au général. Et puis dans les échappées, bah, on a été présent hein, dans les échappées. Mais on a rarement été acteur dans ces groupes-là d'échappées, à part Jack Stewart, qui aura été au final le coureur le plus en vue du côté de cette formation. Ackerman au niveau des sprints, ça aura été compliqué. Et puis bah, les trois grimpeurs, Blackmore, Luchenko, Woods, bon au final on les a rarement vus dans le final des étapes où ils étaient en échappée. Alors ils ont beaucoup essayé, mais ils n'ont pas forcément eu beaucoup de réussite du côté de cette formation. C'est vrai que Blackmore, je me disais, vu qu'il avait fait quand même des top 20 sur les classiques flandriennes avec des bosses, je me disais que ça pouvait peut-être le faire, mais non, il n'a pas été à l'attaque sur cette journée. Puis j'ai mis Laurens Pitty également du côté des bonnets d'âne, mais j'ai envie de dire que du côté de Pitty, sur ce Tour de France, on l'a pas vu du tout. À part pour être en équipier sur 2-3 sprints. Et alors il a été inexistant Pitty. Et sur l'année de toute manière, bah, ça fait partie des grosses déceptions de la saison Laurens Pitty. Sur la saison de classique, il a été complètement absent. Mais même là, pour lancer des sprints, pour faire le travail d'équipier, pour amener des sprinters... ça a été difficile sur ce Tour de France, donc voilà, pas présent sur cette étape-là, alors que ça correspondait... Enfin, il aurait pu anticiper, il aurait pu voilà, essayer des choses, mais voilà, pour moi, le bonnet d'âne, Laurens Pitty. Rapidement, il va y avoir encore des vidéos sur ce Tour de France. Comme d'habitude, il y aura un bilan global de ce Tour de France homme, bilan global de ce que j'en ai pensé, de ce qui m'a plu, de ce qui m'a pas plu, de ce qui m'a énervé, de ce qui m'a pas énervé. Et puis il y aura un bilan équipe par équipe où je note les différentes formations. Pour l'instant, je ne sais pas quand ça va arriver parce qu'il y a le Tour de France Femmes. Je ne sais pas si j'aurai le temps de le faire en même temps que le Tour de France Femmes ou si ça arrivera juste après le Tour de France Femmes. Voilà, du côté de ce bilan de ce Tour de France 2025. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, j'espère que vous avez aimé tous ces débriefs. Pas de bilan sur les classements, vous les retrouvez en fin de vidéo, mais en gros, il n'y a pas eu de changement du côté des différents classements, pas de changement majeur. Je remercie tous les gens qui se sont abonnés, tous les gens qui ont découvert la chaîne sur ce Tour de France. J'espère que vous allez rester pour la Vuelta, pour les autres épreuves, notamment du mois d'août et jusqu'à la fin de saison, avec notamment Paris Tour et le Tour de Lombardie et puis les bilans de fin d'année. D'ici là, n'hésitez pas à aller voir le Tour de France Femmes. N'hésitez pas également à regarder les autres vidéos sur la chaîne. Et puis, nous, on se retrouve très vite pour le cyclisme masculin, mais même en ce moment avec le cyclisme féminin. Allez, ciao ciao sur la Meilleure Production.